Il y a des périodes où l'on a le sentiment de suffoquer. Les voix de millions de personnes qui défilent dans les rues ne sont pas prises en compte. Des études nous annoncent que nos eaux et nos écosystèmes sont contaminés à grande échelle par les pesticides sans qu'un changement de modèle agricole ne soit envisagé. Des réfugiés soudanais sont bloqués pendant des jours dans le désert à la frontière égyptienne sans eau et sans nourriture. Les Iraniennes seront maintenant traquées dans leurs déplacements par des caméras dites intelligentes pour s'assurer qu'elles portent le voile. Et les droits des personnes enceintes sont bafoués aux États-Unis. Notre époque ressemble parfois à un mélange bien trop cohérent de « there is no alternative », de « not in my backyard » et de clichés patriarcaux, racistes et sexistes. Vient alors la question de savoir comment retrouver de l'espace pour respirer. Pour ma part, je le cherche dans la camaraderie, les histoires que je suis en tant que journaliste et par la lecture, avec une bonne proportion de science-fiction. Et c'est de ce dernier moyen que je vais vous parler aujourd'hui. Ce que je cherche dans la science-fiction, c'est une ouverture vers l'imaginaire, une mise à distance relative qui permet de s'extraire de la réalité brute. Le récit peut alors offrir une résonance originale avec mes préoccupations du moment et m'en éloigner suffisamment pour les remettre à leur juste place. Pour moi, choisir la science-fiction, c'est aussi choisir le trouble et l'émotion plutôt que l'angoisse paralysante de la réalité ou la théorie désincarnée, un endroit fertile. Ces récits déplacés sont autant de matières à penser, des appuis pour se positionner. Je pense par exemple au malaise créé par la weird fiction de Jeff Vandermeer, vers laquelle je me tourne régulièrement et qui m'a offert un goût de ce que pourrait être de s'éloigner de l'anthropocentrisme. C'est son livre Annihilation, plus que les histoires de Camille de Donna Haraway, qui m'a aidé à ressentir le trouble provoqué par des relations interespèces en tant que communauté de vivants, quand l'humain n'est plus au centre de tout. Ce livre offre une nouvelle perspective sur la prolifération du vivant face aux normes qui ont du mal à penser ces débordements autrement que par la destruction, mais aussi sur les porosités de frontières entre les espèces. Un état de fait si bien décrit par les travaux d'Anat Singh dans Le champignon de la fin du monde, titre de science-fiction s'il en est, et prolongé par l'Atlas féral, des travaux où sont mises en avant des espèces qui prospèrent sur nos ruines et en dépit de nous. Avec Jeff Vandermeer, d'Annihilation à Always Home, la fiction se met en résonance avec les crises écologiques et interroge la place de l'humain dans la continuité terrestre. Ces récits poussent la démonstration et la déploient. Ils exacerbent le trouble, parce qu'ils traitent d'expériences intimes, d'altérité forte, mais aussi de symbiose avec le vivant et le synthétique, un déplacement de fait. Ces expériences littéraires m'ont permis de revenir aux travaux d'Anat Singh et de Donna Haraway avec plus de liberté et à y déceler de nouvelles potentialités. Elles ont en partie changé ma posture face à d'autres sujets vivants. Il faut pourtant se méfier du potentiel prescripteur des récits de science-fiction. C'est ce que Cory Doctorow, l'un des penseurs actuels d'un numérique éthique ouvert et non hégémonique, écrivait dans un billet de blog datant de la semaine passée. Je le traduis ici. Comme tout autre modèle, la science-fiction se plante. Mais elle est parfois utile. Penser aux propulseurs autonomes et aux voitures volantes est utile, dans la mesure où cela nous amène à nous interroger sur notre façon de penser les villes, la mobilité, les privilèges et la géographie. Mais ce n'est pas une prédiction. Pire encore, les histoires sans fin, dans lesquelles les voitures volantes sont présentées comme un fait accompli, sont un cadeau pour les escrocs qui collectent des fonds pour l'idée objectivement stupide des voitures volantes. Et là, Cory Doctorow se met dans la peau des spéculateurs. Après tout, nous savons tous que les voitures volantes sont inévitables. Il s'agit donc d'un investissement sans risque, n'est-ce pas ? Avec l'arrivée imminente des voitures volantes, ne serait-il pas irresponsable de construire une ville avec des transports en commun au lieu d'héliports ?
Il y a toute une série d'expériences de pensée qui se sont transformées en prédictions puis en certitudes. Les voitures autonomes, l'intelligence artificielle généralisée, la prolongation infinie de la vie, la colonisation de l'espace, les voyages plus rapides que la lumière, les crypto-monnaies, etc., etc. Cory Doctorow rappelle un peu plus loin combien il est facile de penser que quand une idée est cool, elle ne peut être que bonne. Et c'est ainsi que l'on a appris le mois dernier que des taxis volants sont envisagés pour les JO de Paris 2024. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril, j'ai vérifié la date de mon article source. Ces récits en font jaillir en réaction, comme les propositions spéculatives de l'artiste et activiste Spider Alex, qui repense notre rapport aux technologies en interrogeant la place et en prenant la déconnexion. Ils peuvent aussi déclencher l'action. On peut penser au travail militant d'Aaron Swartz, qui luttait pour libérer le savoir, les actions des jeunes activistes pour le climat, ou la veille incessante de la quadrature du net sur nos libertés. Ces actions, il me semble, président des imaginaires puissants aux côtés de la science et de la politique. Si ces récits ne sont pas des prophéties, ils sont des viviers d'idées, d'imaginaires, de propositions et de vitalité. En cette période, ils peuvent constituer une inspiration pour lutter contre un certain défaitisme. Je pense par exemple aux potentialités abrasives des livres de Sabrina Calvo, une autrice dont nous retrouverons un texte en clôture de cet après-midi. Son roman, Melmoth Furieux, est né de l'élan de solidarité qui s'est organisé à Paris autour de la place des Fêtes au moment du premier confinement. Sabrina Calvo nous fait le récit d'une révolte anarchiste, queer et solidaire, où les corps se transforment et les frontières s'abolissent, un appel à la prise du territoire par la marge et la couture. Un livre qui résonne avec les manifs sauvages qui sillonnent les grandes villes françaises depuis quelques années et qui pourrait bien disparaître avec les technologies de surveillance adoptées une fois encore pour les JO, au nom de la sécurité, mais aussi de la compétitivité industrielle de la France. Au passage, l'autrice aborde les questions de la collectivité et du soin, qui se trouvent au cœur de certaines luttes actuelles, des ateliers d'autodéfense féministes, au soulèvement de la terre. Son récit est joyeux, mais aussi terrible, puisque c'est un récit de survie et de résistance dans un monde assiégé par le capitalisme, et qu'il ressemble un peu à un barreau d'honneur, un basculement auquel on souhaite ne jamais être confronté. Et c'est là que je veux en venir. En préparant la conférence d'aujourd'hui, j'ai réalisé que je qualifie rarement les livres de science-fiction que je lis d'utopie ou de dystopie. Si certains, souvent plus datés, me semblent décrire des univers particulièrement fermés et désespérés, mes lectures plus récentes laissent de la place à l'ambivalence. Beaucoup de la science-fiction plus ancienne tourne autour de la technique et des technologies, le reflet d'une époque et d'un certain discours sur le progrès. Il me semble que la science-fiction a changé avec les crises écologiques, par la multipolarité et l'émoussement du discours sur le progrès. D'autres voix ont commencé à se faire entendre dans ce genre littéraire longtemps très masculin, des femmes, des personnes queer ou racisées. D'autres imaginaires ont gagné voix au chapitre. Il en résulte des récits de mondes certes imparfaits et abîmés, mais où la résistance se fait en réseau à plusieurs et par des assemblages hétéroclites. On pense aux paraboles d'Octavia Butler et à Station 11 d'Emily St. John Mandel, avec sa troupe qui joue du Shakespeare dans un monde vidé de sa population. Chez ces auteurs et chez ces autrices, on croise souvent la question de cette altérité qui complexifie les choses quand on la prend en compte. On pense au bonobo de A Theory of Bastards, compagnons de galère de leurs humains. Ces nouvelles et nouveaux venus redessinent les villes en les hybridant avec des extraterrestres, comme le Rosewater de Tate Thompson. Ted Chiang réinvente le langage dans la nouvelle Story of Your Life, dont est inspiré le film Premier Contact, quand Michael Sisko pose un regard absurde sur la finance avec Argent Animal. Les sujets sont infinis,
Mais aucun de ces récits ne tombe pour moi dans la définition probablement un peu scolaire que je peux avoir de l'utopie et que le Larousse définit ainsi. Construction imaginaire et rigoureuse d'une société qui constitue par rapport à celui qui la réalise un idéal ou un contre-idéal. Peut-être parce que ces récits se rapprochent plus de ce que décrit Isabelle Stengers dans Autant des catastrophes, résister à la barbarie, et qui relève, me semble-t-il, d'un imaginaire de la friction et puise dans nos luttes actuelles. Et c'est là que j'ai hâte d'entendre votre proposition, Alice Karabédian, qui me semble va plus loin. Isabelle Stengers écrit donc « Si apprendre à penser, c'est apprendre à résister à un futur qui se présente comme évident, plausible et normal, alors nous ne pouvons le faire ni en évoquant un futur abstrait, débarrassé de tout ce que nous désapprouvons, ni en nous référant à une cause lointaine que nous pourrions ou devrions imaginer libre de tout compromis. Résister au présent, à un futur probable, c'est parier que le présent nous fournit encore de quoi résister, qu'il est peuplé de pratiques qui restent vitales, même si aucune n'a échappé au parasitisme général qui les affecte toutes. Ces derniers temps, le plus dérangeant a été pour moi de tomber sur des livres de science-fiction qui traitent de la fin de notre espèce, sans que ce soit pour autant un drame. Je me suis attrapée à penser que notre extinction pourrait ressembler à ça, plus qu'à une apocalypse. Au contact de ces récits, cette possibilité a acquis une certaine tangibilité, peut-être parce que, plus que la violence d'un Mad Max, ces livres parlent d'une extinction en pente douce. La violence n'y est pas exclue, mais l'événement disparaît. Ici, je pense à la séquence de Hartman, de Saul Pandelakis, et à The Bear d'Andrew Krivak. Dans ce livre, une enfant, la dernière représentante de l'humanité, trouve le chemin de la survie grâce à un ours et un cougar. Il s'agit d'un compagnonnage intime et sans alternative. S'en suivra une vie sans autre humain, mais loin d'être solitaire. Avec sa mort, à un âge avancé, la disparition de notre espèce est un passage presque imperceptible. Ce livre a une manière douce et radicale d'interroger la place que nous nous arrogeons sur cette planète, y compris quand nous pensons les changements globaux et leurs conséquences. Une manière de changer la façon dont nous les problématisons et dont nous imaginons des futurs possibles. Et comme le disait l'écrivain Theodore Sturgeon, écrire de la science-fiction, c'est poser une question, puis demander que se passe-t-il ensuite, et le faire encore, et encore, et encore. Nos invités d'aujourd'hui interrogent et explorent nos imaginaires, nos récits et notre langue. Les mettent au travail pour proposer de penser le monde autrement. Elles nous proposent d'infléchir nos trajectoires. En leur compagnie, nous vous invitons à interroger ce que sont les utopies d'aujourd'hui et comment elles nous traversent, et à poser la question, que se passe-t-il ensuite ? Merci.